Quelques heures avant de dire oui devant toute sa famille, Elisa a reçu une enveloppe qui aurait dû être brûlée depuis 10 ans. La salle de réception brillait déjà sous les guirlandes dorées, les verres tintaient dans la pièce voisine, les fleurs blanches parfumaient l'air comme si rien de terrible ne pouvait arriver ce jour-là. Pourtant, quand l'inconnu a glissé cette enveloppe dans sa main froide, il n'a prononcé qu'une phrase, presque avalée par le vent. « Ne l'épouse pas avant d'avoir vu ça. » Elisa a voulu rire, appeler à l'aide, penser à une mauvaise plaisanterie. Mais l'homme avait disparu dans la cour, laissant derrière lui une odeur de pluie et de tabac froid. Sur le papier, son prénom était écrit à l'encre noire. Et ce détail semblait insignifiant. Pourtant, il allait tout changer. Elisa avait toujours été cette femme que tout le monde trouvait douce, solide, presque lumineuse. À 32 ans, elle travaillait comme décoratrice d'intérieur et savait transformer les maisons silencieuses en lieux où les gens avaient envie de revenir. Ce matin-là, dans la chambre nuptiale, sa robe pendait près de la fenêtre comme un nuage immobile. La lumière pâle du jour glissait sur les perles cousues à la main, pendant que sa mère ajustait nerveusement un bouquet de pivoine. Tout semblait parfait, trop parfait peut-être. Dans le miroir, Elisa souriait, mais ses yeux cherchèrent quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Depuis quelques semaines, une inquiétude dormait sous sa poitrine. Elle aimait Adrien, elle en était certaine. Mais ce que personne ne savait encore, c'est qu'un amour trop parfait peut parfois cacher le mensonge le plus dangereux. Adrien était l'homme que toutes les familles rêvent d'accueillir à leur table. Élégant, calme, généreux. Il parlait peu mais savait choisir les mots qui rassurent. Dans le jardin du domaine, on le voyait saluer les invités avec ce sourire maîtrisé qui donnait l'impression qu'il contrôlait même le hasard. Les violons répétaient doucement sous la tonnelle. Les nappes blanches tremblaient dans une brise légère et les enfants couraient entre les chaises décorées de rubans. Pourtant, certains détails troublaient Elisa depuis des jours. Adrien qui raccrochait dès qu'elle entrait dans une pièce, une vieille photo disparue de son bureau, son téléphone toujours retourné contre la table. Rien d'assez grave pour annuler un mariage, rien d'assez clair pour poser une accusation. Mais derrière ce silence se cachait une vérité beaucoup plus sombre. L'inconnu est arrivé au moment où Elisa s'apprêtait à rejoindre les demoiselles d'honneur. Il portait un manteau sombre malgré la chaleur et son visage semblait fatigué par des années de peur. Dans le couloir, les murs renvoyaient les rires de la famille, mais autour de lui, tout paraissait soudain étouffé. Il n'a pas demandé son nom. Il la connaissait déjà. Ses doigts tremblaient lorsqu'il lui tendit l'enveloppe, et sur son poignet, Elisa remarqua une cicatrice fine, comme une ancienne coupure mal refermée. Elle voulut savoir qui il était, pourquoi il venait maintenant, pourquoi ses yeux semblaient la supplier de fuir. Mais il recula aussitôt, comme s'il avait déjà pris trop de risques. Quelques secondes plus tard, il n'était plus là. Et dans la paume d'Elisa, l'enveloppe semblait peser plus lourd que sa robe entière. Elisa s'enferma dans une petite salle de repos, loin des voix et des coupes de champagne. La pièce sentait le bois ciré et les fleurs fanées, avec une lumière grise qui passait entre les rideaux. Elle ouvrit l'enveloppe lentement, comme si le papier pouvait la brûler. À l'intérieur, il y avait une photographie pliée, une clé ancienne et une copie d'un acte de décès. Sur la photo, Adrien apparaissait plus jeune, debout devant une maison qu'Elisa n'avait jamais vue. À côté de lui, une femme souriait, une main posée sur son ventre arrondi. Le nom inscrit au dos fit vaciller Elisa. Clara. Elle avait entendu ce prénom une seule fois, des mois plus tôt, dans le sommeil d'Adrien. Il avait juré ensuite qu'il ne connaissait personne ainsi. À cet instant, Elisa comprit qu'un souvenir qu'on lui avait refusé revenait frapper à sa porte. Ses mains cherchaient une logique, mais chaque preuve ouvrait une blessure plus profonde. L'acte de décès indiquait que Clara était morte dans un accident de voiture, exactement 5 ans auparavant, le même mois où Adrien disait avoir quitté sa ville natale pour recommencer sa vie. La clé, elle, portait un numéro gravé, 17. Elisa retourna la photographie et découvrit une phrase presque effacée. « S'il recommence, donne-lui ceci avant qu'il ne détruise une autre vie. » Le silence devint si lourd qu'elle entendit son propre souffle trembler. Dehors, quelqu'un frappa à la porte. C'était la voix d'Adrien, douce, inquiète, presque parfaite. Il demandait si tout allait bien. Elisa regarda l'enveloppe, puis la poignée qui tournait lentement. Elle pensait avoir compris, mais elle se trompait lourdement. Elisa cacha l'enveloppe sous un coussin juste avant qu'Adrien n'entre. Il portait son costume bleu nuit impeccable, avec une boutonnière blanche sur le cœur. Son regard parcourut la pièce trop vite.
comme s'il cherchait quelque chose avant de chercher sa fiancée. Il lui prit les mains, remarqua leur froideur, sourit avec tendresse puis demanda pourquoi elle était pâle. Élisa répondit qu'elle avait seulement besoin d'air. Mais plus il parlait, plus elle voyait derrière son calme une tension invisible. Ses doigts serraient les siens un peu trop fort. Dans le couloir, les invités applaudissaient déjà l'arrivée prochaine des mariés. Élisa savait qu'en quelques minutes, elle devrait marcher vers l'autel. Alors, entre la peur de se tromper et la terreur d'avoir raison, elle prit une décision silencieuse. Avant de dire oui, elle devait découvrir ce qu'ouvrait cette clé. Au lieu de rejoindre la cérémonie, Élisa traversa discrètement l'arrière du domaine, sa robe blanche effleurant les pierres humides. La clé semblait l'appeler vers une vieille aile condamnée de la propriété, là où personne n'allait jamais depuis l'achat du lieu. Sur une porte poussiéreuse, elle aperçut le chiffre 17, presque caché sous une couche de peinture écaillée. Son cœur cogna si fort qu'elle crut entendre les violons s'arrêter. La serrure résista, puis céda dans un grincement long, malade, comme si la pièce respirait pour la première fois depuis des années. À l'intérieur, l'air était froid. Des cartons couvraient le sol, des draps blancs recouvraient des meubles. Et sur un mur, une série de photos montrait Élisa à son insu. Au café, devant son travail, sous son immeuble. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé, sans qu'elle sache encore jusqu'où. Élisa recula, la gorge fermée. Les photos n'étaient pas récentes seulement. Certaines dataient d'avant sa rencontre avec Adrien. Elle y portait un manteau rouge qu'elle avait jeté 3 ans plus tôt. Sur une table, des carnets alignés contenaient des détails sur ses habitudes, ses goûts, ses amis, ses peurs. Adrien n'était donc pas entré dans sa vie par hasard. Il l'avait étudié. Le bruit de la fête, au loin, devint irréel, comme un rêve qui continuait pendant qu'elle tombait dans un gouffre. Elle trouva aussi une boîte contenant des lettres adressées à Clara, jamais envoyées. Les phrases étaient tendres au début, puis possessives, puis inquiétantes. « Tu ne peux pas partir après tout ce que j'ai construit pour nous. » Élisa sentit la colère remplacer la peur. Mais derrière elle, une planche craqua dans le couloir. Ce n'était pas Adrien, c'était l'inconnu. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, essoufflé, les yeux remplis d'une douleur ancienne. Il s'appelait Mathieu, le frère de Clara. Sa voix tremblait quand il expliqua qu'il avait longtemps cru à un accident, jusqu'au jour où il avait trouvé les carnets d'Adrien dans les affaires de sa sœur. Clara voulait le quitter. Elle avait découvert qu'il contrôlait ses appels, ses déplacements, ses vêtements, ses silences. La nuit de sa mort, elle fuyait. Mathieu avait essayé d'alerter la police, mais Adrien avait disparu, changé de ville, changé d'histoire, puis rencontré Élisa. Dans la pièce froide, les mots tombaient, comme des pierres. Quelques heures plus tard, tout allait basculer. Car au même moment, dans le jardin, Adrien venait de comprendre que sa future femme n'était plus là. Élisa voulait fuir immédiatement, mais un détail l'arrêta net. Dans le dernier carnet, Adrien avait écrit une phrase différente des autres. « Je n'ai pas tué Clara, mais je l'ai laissée mourir parce que je voulais qu'elle ait peur. » Cette confession n'était ni une preuve complète, ni une innocence. C'était pire, une vérité grise, sale, insupportable. Mathieu baissa les yeux, comme s'il connaissait déjà cette phrase par cœur. Soudain, les pas d'Adrien résonnèrent dans le couloir. Lents, calmes, maîtrisé. Il apparut à la porte, sans colère visible, mais avec un sourire qui n'avait plus rien d'amoureux. Il regarda Mathieu, puis Élisa, puis les carnets ouverts sur la table. Pendant une seconde, personne ne parla. Le monde entier sembla suspendu à son prochain mot. Et ce mot pouvait encore tout détruire. Adrien ne nia pas. Il referma doucement la porte derrière lui, comme on ferme une tombe. Sa voix resta basse, presque tendre, lorsqu'il avoua qu'il n'avait jamais choisi Élisa par amour au début. Il l'avait choisie parce qu'elle ressemblait à Clara dans sa façon de sourire quand elle cachait sa fatigue, dans sa manière de pardonner trop vite, dans cette fragilité que lui appelait douceur. Puis, avec le temps, il avait confondu obsession et amour, possession et protection. Mais la révélation la plus terrible vint de Mathieu. Clara n'était pas enceinte d'Adrien lorsqu'elle est morte. Elle portait l'enfant d'un autre homme, celui qui l'aidait à fuir. Adrien l'avait découvert la veille de l'accident. Élisa comprit alors que son mariage n'était pas une promesse, mais une répétition. Elle n'était pas une fiancée. Elle était le remplacement d'un fantôme. La cérémonie n'eut jamais lieu. Dans le jardin, les invités virent Élisa sortir sans voile, sans bouquet, le visage trempé de larmes, mais le dos étonnamment droit. Adrien fut arrêté plus tard, non pour un crime parfaitement prouvé, mais pour harcèlement, menaces, séquestration de preuves et falsification de documents. Cela ne réparait pas Clara.
Cela ne rendait pas à Elisa les années volées avant même qu'elle les vive. Mais dans le silence qui suivit, elle sentit quelque chose se détacher de son cœur. L'idée qu'aimer signifie ignorer les signaux. Mathieu lui remit la photo originale de Clara. Cette fois, Elisa ne vit pas une rivale, mais une femme qui avait tenté de prévenir une inconnue depuis l'autre côté du silence. Certaines vérités arrivent trop tard pour sauver les morts, mais juste à temps pour sauver les vivants. Des mois plus tard, Elisa retourna seule devant le domaine, désormais vide, avec une petite boîte entre les mains. Elle y déposa la clé, la photo et l'enveloppe, non pour oublier, mais pour ne plus vivre prisonnière de cette journée. Le soleil se couchait derrière les arbres, et pour la première fois, le silence ne lui faisait plus peur. Elle avait compris qu'un amour qui exige qu'on ferme les yeux n'est pas un refuge, mais une cage décorée de belles paroles. La vraie leçon, c'est que les signes faibles ne sont jamais faibles pour rien. Parfois, ils sont la dernière chance que la vie nous donne avant le drame. Alors dis-moi en commentaire, si tu avais reçu cette enveloppe quelques heures avant ton mariage, qu'aurais-tu fait? Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, laisse un like et partage-la à quelqu'un qui doit se rappeler qu'aimer ne devrait jamais faire peur.